Hey, salut tout le monde, bienvenue à un autre podcast avec Maxime Auclair et Groucho Marx qui est là avec moi. Salut Matt. Salut, Moi, j'ai été surpris en ouvrant mon ordinateur et en le voyant comme ça. C'est la même chose pour ceux qui nous regardent. Et je suis pas déçu. Non, ça te va bien? Non. Ça... Je sais pas si ça te rajeunit ou ça te vieillit. C'est un mix des deux. J'ai l'air de Ringo Starr. Ouais. Un genre mais de... mexicain, genre. Un genre de Ron Jeremy. Pour rendre hommage au film qu'on a écouté, je pense finalement c'est vraiment un flop. C'est clairement un hommage à Robert Pattinson dans The Lighthouse qu'on a écouté et qu'on va vous parler aujourd'hui, qui aborde bien la moustache et qui s'éloigne de plus en plus de son rôle dans Twilight, évidemment. Mais on va s'en parler, mais ça fait un petit bout qu'il s'éloigne. C'est pas ça. Ouais, exactement. C'est quand la dernière fois qu'il était à Twilight? C'est 2012, je pense. Okay. J'ai checké vite tantôt, j'ai MDB, là, mais puis 2014... je vais le dire tout de suite, mais il a joué dans The Rover de David Michaud qui avait fait Animal Kingdom, c'est un Australien. Oui. C'est avec Guy Pearce, Guy Pearce. Guy Pearce, c'est très bon, Memento. Guy Pearce, puis c'était post-apocalyptique en Australie. C'était vraiment bon, puis je me rappelle l'avoir vu en 2014, ça avoir fait « Ah ouais, OK, le gars de Twilight s'est joué. » Non, il s'est vraiment joué, parce que ce film-là, c'est vraiment du jeu d'acteur... très pur parce que c'est un huis clos, en fait, sur une île. The Lighthouse, comment le décrire, en fait, c'est de Robert Eggers, qui est comme un nouveau venu sur la scène du cinéma quand même. C'est son deuxième film, si je ne me trompe pas. Il a fait The Witch il y a quelques années. C'était en 2015. Mais des fois, les dates, c'est comme une pré-sortie, genre à Sundance, mais nous autres, on le voit au cinéma. Un an plus tard. Mais ouais. Donc, c'est ça, on reviendra peut-être sur le réalisateur puis sur ce qu'il a fait avant, mais pour peut-être expliquer un peu le film, on a comme un espèce de capitaine et son employé qui sont sur une île où il y a un phare et ils sont là pour prendre soin du dit phare, s'en occuper, le retaper, entre autres. Et c'est toute la psychologie des deux personnages, la cohabitation ensemble qui est pas facile. Et ajouterais-tu quelque chose? Y a-t-il des trucs pour expliquer peut-être le synopsis large là, du film? C'est pas mal ça. Puis, en fait, ils viennent là pour 4 semaines. On est en 1890. Ouais, faut le dire. Oui, pour ça la belle moustache. Oui, c'est 2 hommes qui ne se connaissent pas, qui arrivent pour 4 semaines et ils vont vivre un confinement. C'est comme un peu aussi... oui, on est dans le thème, t'as raison. Le huis clos, qui rappelle aussi un peu l'espèce de huis clos en guillemets de The Witch, son premier film aussi d'horreur. Qui là, c'est une famille, mais qui vont se partir comme une maison puis une ferme. Ils se partent une terre, en fait. Ils sont complètement tout seuls dans la forêt, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'on retrouve un peu ça, mais après ça, c'est un peu dur d'expliquer ce qui se passe dans ce film-là sans trop en dévoiler. Mais ça va mal aller. Tell me, what's a timberman want with being a wickie? Just looking to earn a living, just like any man. Starting new. On the run. Keeping secrets, are you? No, sir. Why don't you spill your beans? Just spill your beans. Why just spill your beans? Ils ont vraiment été all-in pour la direction photo. L'idée, c'était
eux, ils donnent pas vraiment de clés. Là. Quand tu vas lire des entrevues, ils veulent pas trop dire pourquoi les choses se passent, tout ça, mais il y a quand même un hommage au vieux cinéma dans le fait de l'image noir et blanc, tout ça. Puis ils ont filmé, chercher des vieux objectifs de 1920, de 1930. Panavision ont prêté ça, des affaires, puis il a fallu qu'ils patentent pour le faire fitter sur les caméras d'aujourd'hui, ça marchait pas. Il s'est mis à jouer aussi avec les lentilles. Il jouait sur une vieille pellicule. Ils ont s'enregistré sur une pellicule noir et blanc. Fait que c'est vraiment qu'on voit, ça a été capté comme ça. Là. C'est pas un noir et blanc qui a été fait par après. Non, c'est évident. C'est même une pellicule qui est plus utilisée. Ils en ont trouvé, je sais pas où, là, Panavision, comme fait qu'ils ont vraiment été travailler la patente énormément pour avoir un film. Mais puis, vu qu'on parle d'éclairage, je vais continuer parce que c'était mon feeling aussi. Puis quand je suis allé lire, c'est que t'as comme l'impression, je veux pas, qu'ils vont chercher un peu l'expressionniste allemand, les vieux films noirs et blancs. Ça travaille sur les ombres. Les ombres, mais en même temps, l'éclairage me semble tellement moderne. Je sais pas c'est quoi ton fil là-dessus, mais c'est ça qu'il voulait. Il voulait comme, ce qu'il disait, c'est qu'il éclairait pas les scènes comme à l'époque. Ouais. Il éclairait comme aujourd'hui, mais en donnant juste un clin d'œil, mais ça ajoutait au fait qu'on se sent pas bien. Parce que tout le long du film, on est tout le temps pris entre tout le temps des dichotomies tout le long du film. Est-ce qu'ils sont fous ou est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que l'image est vieille ou est récente? Parce que ça joue avec ta tête tout le long. C'est ça qui voulait nous faire sentir mal à l'aise tout le long. Ben, avant de le voir, les deux, on se disait ça a vraiment l'air d'être un bel hommage comme au cinéma allemand, l'expressionniste et tout. Puis en le voyant, c'est vrai, quand même, mais moins que je pensais, Non, c'est ça. Parce qu'il y a pas... Oui, ça joue un peu sur les ombres. Il y a des plans en plongée, là, en contre-plongée, en fait, où on voit Willem Dafoe là, vraiment d'en dessous. Il y a des trucs comme ça. Mais moins que je pensais, parce que c'est tellement cadré serré, souvent, là. Il y a peu de lumière. Des fois, c'est éclairé juste à la chandelle. C'est comme minimaliste. Mais c'est vrai que quand les scènes d'extérieur et tout, c'est quand même assez éclairé, plus comme les films d'aujourd'hui. Là. Écoute, on pourrait peut-être donner notre appréciation générale avant de rentrer. Ouais. Parce qu'il y a plein d'affaires qui c'est sûr qu'ils peuvent nous partir sur 10 000 de discussion. Mm-hmm. Mais moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mm-hmm. Peut-être plus qu'avec The Witch, même. Mm-hmm. De par le fait que on pense que ça va être un huis clos, mais il se passe tout le temps quelque chose. Ça arrête pas. Hein. C'est tout le temps des petites affaires, ça build up. Il laisse pas c'est pas contemplatif en fait. On prend pas le temps qu'il se passe rien. Là. Il se passe tout le temps quelque chose parce que les personnages ont toujours quelque chose à faire. Et comme tu dis, il s'occupe du fort, la maintenance des lieux, il y a tout le temps comme ça se déroule tout le temps. C'est très verbeux quand même, plus que je pensais. Il y a les scènes extérieures, t'en as plein, puis c'est plus du travail, puis là, tu vois un peu plus Robert Pattinson tout seul, mais il y a tellement de scènes où les deux personnages, ils boivent, ils s'engueulent, ils chicanent, ils rient, ils dansent. Ça jase beaucoup, beaucoup, c'est ce que je pensais. Ouais, mais je sais pas pour toi, t'as-tu mis des sous-titres dans ça, puis The Witch? The Witch, oui, mais pas The Lighthouse. Puis c'est pas que je pouvais pas, c'est que je l'ai acheté sur iTunes. Et j'étais content de voir qu'il était moins cher, mais il y avait justement pas de sous-titres disponibles. Fait que je me suis fait un peu avoir. C'est une fois acheté, j'aurais dû regarder avant, mais je prenais pour acquis parce que j'achète toujours sur iTunes la majorité du temps. Et j'ai pris pour acquis. Il était juste moins cher. All right, 2,99, on loue ça. Pas payé. Je fais merde. Puis je savais à quoi j'avais à faire. Là. Je savais que... je me dis, mon Dieu. Mais il marmonnait moins que je pensais, mais c'est pas évident non plus. Là, je veux dire, c'est un vocabulaire d'époque. C'est ça. Je cacherai pas que j'ai manqué sûrement. J'ai capté l'essentiel, j'ai capté les discussions, mais des fois, il y a peut-être des tirades de Willem Dafoe assez intenses et là, j'ai manqué quelques bouts. Mais je comprends l'essence du message. Ouais, non, c'est ça. Mais j'étais content d'avoir les sous-titres. Puis la même chose pour The Witch. Puis je suis allé là parce que c'est vraiment intense, le vocabulaire, le phrasé, le choix de mots. Et c'est vraiment, Robert Eggers, c'est quelqu'un de vraiment très intense.
Puis il est allé, pour les deux films, c'est à peu près le même truc, c'est que, en tout cas, pour ça, je me suis pris des notes, là, il a été ici, performance, ouais, c'est ça, c'est que pour il voulait vraiment avoir une immersion complète, il voulait qu'on sente, malgré que c'est Willem Dafoe puis Pattinson, qu'on était en 1890, Ah ouais. puis les décors, tout est fait avec précision. Fait que les scénarios, c'est la même chose. Et lui, il co-scénarisé avec son frère. Ils ont été chercher des livres. Il y a un livre qui s'appelle The Mate of the Daylight and Friends Ashore de Sarah Horn Jewett. J'ai pas noté l'année, mais écoute, c'est très, très vieux. C'était de cette époque-là. Puis elle avait été prendre c'est juste en fait des marins, des vieux marins, qui parlaient de leur expérience en mer. Fait que c'est juste, elle a comme carrément juste retranscrit ça dans des cahiers, dans des livres. Ça donne un livre. Et puis, ils ont pris ça, ils ont pris des mots, des phrases, des tourneurs de trucs pour faire Willem Dafoe. Et pour Pattinson, c'est la même chose, mais avec lui, ils ont pris un langage de fermier de l'époque. Okay. Ils ont trouvé des écrits, des affaires. Ah ouais. Et The Witch, c'était la même chose. The Witch, c'était des phrases qu'ils prenaient de l'époque, justement, des sorcières, la chasse aux sorcières, tout ça. Puis il y avait plein d'écrits, puis ils prenaient des lignes. Fait que c'est vraiment le phrasé d'époque. C'est pour ça que là, on écoute ça et on est dérouté. Ah oui, dérouté complètement, pour vrai. Surtout que là, on a affaire. En fait, ce qui est intéressant du film, c'est que. Et puis là, c'est un film que là, faut dire à tout le monde, on l'a écouté une fois chaque. Mais c'est un film qui met près deux, trois réécoutes pour vraiment saisir les thèmes. Parce que ça, écoute, c'est rempli, là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de thématiques. Puis ce que je lisais, ce qui est intéressant, parce que c'est le genre de film qui, des fois, c'est un film nécessairement challengeant, de par le fait qu'il nous donne pas toutes les clés, puis le film finit, puis c'est pas nécessairement très expliqué ou très poussé, mais ce qui est intéressant, puis je lisais d'autres personnes, c'est que tout le monde peut avoir sa vision du film, et tout se vaut. Et le film finit, c'est pas de frustration de ce côté-là de faire j'ai pas saisi, parce que toutes les explications peuvent être bonnes. Puis là, c'est là qu'on dirait que je me sens, je sais pas s'il faut rentrer là-dedans ou pas, parce que ça peut pas brûler des punches, là, mais. Ouais, vas-y, rentre. On en parle pendant une bonne demi-heure d'un film. Ça serait plate d'être trop été en surface, puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Écoute, au pire, mettez sur pause, allez écouter le film. Mais sans trop en dire, c'est le genre de film qui, ça joue beaucoup, puis c'est un peu ça qu'on voulait parler aussi, le thème de la journée, un peu la nouvelle vague, entre guillemets, d'horreur des dernières années. Là, on joue sur est-ce que les personnages, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Est-ce que ça se passe? Est-ce qu'ils sont en train de tomber dans la folie? Et que tout ce qui se passe, et toutes les images qu'on voit, c'est juste eux qui, ça va pas bien, qui vivent pas bien l'isolation, l'isolement, puis tout ça, ou c'est comme vrai, il se passe vraiment ce qui se passe, et c'est de plus du symbolisme. Alors là, je pense qu'il y a plein de pistes d'interprétation. Je t'avais lu beaucoup, puis ça rejoignait ce que je disais, mais tu sais, en même temps, il pitch, c'est qu'il dit des trucs, il donne quand même certaines clés, sans nous dire si c'est vraiment ça ou pas. Parce que je pense juste un moment donné, quand Pattinson, il veut tout le temps aller c'est qu'il va aller au fort, mais Willem Dafoe l'empêche dès le début du film. La lumière est à moi. C'est barré. Ouais. C'est ça, il peut pas y aller. Fait que, mais lui, ça devient comme un genre de je veux y aller. C'est comme un enfant qui a pas son jouet. Puis là, bon, surtout qu'il a entrevu des trucs à travers le grillage. Des affaires weird. Assez weird. Je m'attendais pas que ça allait. En tout cas, quasiment fantastique. Oui, je pense que il mélange plein de choses. C'est pour ça, c'est comme une nouvelle vague d'horreur dans le sens. Est-ce que c'est ultimement un film d'horreur pur et dur, je sais pas. C'est pas vraiment un film qui fait peur, mais il y a une imagerie, il y a un ton lugubre, mais veux pas, quand on parle de la mer, il y a tout le côté, comme tu disais, un peu fantastique, ou les sirènes. Les Jules Verne, les sirènes, les milieux sur la mer, puis des affaires comme ça. Fait qu'il y a une imagerie qui vient avec ça, qui utilise. Je pense que Robert Eggers, il aime beaucoup utiliser justement les folk tales, excusez-moi pour j'ai fait beaucoup de recherches
mais, non, mais Ouais, c'est des mythes, les légendes, les. Ouais. Fait que là-dedans, il mélange tout. T'as autant des mythes grecs, parce qu'il nomme, tu sais, il nomme, OK. c'est Willem Dafoe, à un moment donné, qui dit fais attention pour pas devenir Prométhée, Prométhée. OK. Il fait comme un lien avec ça, mais Prométhée, c'est quoi? C'est un dieu grec Ouais, qui sûrement. Hein. a volé parce que les dieux avaient le feu. En fait, Prométhée a volé le feu puis il l'a donné aux humains. OK. Et il a été puni par les dieux, il a été comme chassé, en fait. Ben, vous pourrez aller là, je dirais pas ce qui se passe parce que c'est la fin du film. Mais ce qui se passe à Prométhée, c'est exactement la dernière image du film. Là, je vais garder un petit suspense, je veux pas quand même dévoiler la dernière image, mais fait qu'il joue là-dessus, parce qu'il y a les thèmes grecs, les dieux grecs, mais toute la mythologie marine, les fait que c'est ça qui est intéressant, ils mettent tout ça dans un paquet pour nous raconter une histoire qui en fait c'est ça. Je sais pas toi comment tu voyais un peu le thème du film là, de ça. Ben, c'est ça. Je le voyais pas comme un film d'horreur, mais sachant, tu sais, c'est parce que on dirait qu'il prend des codes du film d'horreur, comme ben, dans The Witch, c'est plus frappant, là, mais quand même des codes, mais il enlève le côté horrifiant, le côté jumpscare, évidemment. Il prend pas tous les codes, il prend juste certains codes. Puis ça comme si ça donnait un autre genre quasiment. Mais c'est très hybride, là. Puis moi j'ai aimé justement toutes les espèces d'hallucinations, les rêves, parce qu'il y avait, comme tu dis, il y a plusieurs couches. Il y en a que c'est carrément un rêve, il va se réveiller. Il y en a d'autres, c'est halluciné, puis ça passe à une autre scène, puis c'est over the top. Fait que là, t'as plus une idée. Puis t'en as d'autres qui sont comme entre les deux, où ça a l'air vraiment vrai. Fait qu'il y a plein de layers d'hallucinations, de rêves, de trucs comme ça, de fantaisie qui brouillent les pistes constamment. Puis que tu sais jamais exactement ce qui se passe grâce à ça. Puis ça devient de plus en plus intense, plus le film avance. C'est au compte-gouttes, t'en as de plus en plus. Puis c'est ça, j'ai vraiment aimé ce côté-là. Ouais. Mais je veux juste quoter Robert Pattinson parce que j'ai écouté il y a une entrevue que Pattinson et Willem Dafoe ont donné pour Film 4, ça se trouve sur YouTube. Vous pouvez trouver ça, taper une dizaine, 10-12 minutes. C'est vraiment intéressant parce qu'ils réfléchissent les deux séparément, mais c'est comme monter, comme quasiment ils plantaient la balle, mais les deux réfléchissent en fait pour leur processus d'acteur, surtout vis-à-vis de ce film-là. Parce que c'est pas un film nécessairement facile, mais c'est intéressant de les voir réfléchir. Puis Pattinson, dès le départ, il dit, je sais pas si c'était comme au début du tournage ou quand il était en pré-prod, mais il a demandé à Robert Eggers, le réalisateur, peux-tu savoir comme qu'est-ce qui se passe, c'est-tu vrai ou pas? Ça a l'air qu'il a comme regardé puis il a fait décide par toi-même. Il est comme parti. Il laissait les acteurs vraiment dans le flou. Et supposément, comme il dit dans l'entrevue, c'est que des fois, il arrivait à faire une scène et Pattinson et Willem Dafoe, mettons, ils se parlaient à la banquier de la scène, peut-être, puis les deux la voyaient complètement différemment. À l'opposé, puis c'était comme à chaque fois, c'était comme ah ouais, tu penses? Non, je pense que l'intention de la scène, c'est ça. Et jamais le réal les guidait vraiment au niveau de l'intention des scènes. Et ce qui fait que, comme Willem Dafoe dit, l'important, c'était juste parce qu'il disait, avec ces personnages-là, on ne pouvait pas se faire une espèce de biographie. Ils viennent de où, c'est qui, on savait rien de ça. Fait qu'on peut juste se fier sur ce qui est dit à chaque fois, puis chaque scène doit être jouée dans la vérité. Malgré que le personnage de Willem Dafoe, c'est un menteur chronique. Et même Pattinson, les deux personnages n'arrêtent pas de mentir, de se mentir à eux-mêmes, de mentir sur leur nom. Sur un nom, mentent sur son histoire de la Willem Dafoe est blessé à une jambe, mais son histoire n'arrête pas de changer. Fait que c'est vraiment, il y a quelque chose comme une lutte aussi. C'est un film sur une espèce de lutte de pouvoir entre deux personnes. Il y en a un qui s'établit, Willem Dafoe s'établit comme le leader parce qu'il est plus vieux, puis il a l'ancienneté, puis il connaît tout. Et en même temps, c'est ça. C'est une espèce de guerre. Il s'aime, il s'aime pas. C'est vraiment spécial. Vraiment spécial de ce bord-là.
Et je me rappelle pas exactement, mais il me semble que ça, Pattinson, il s'était embarqué dans l'aventure, on va dire, sur l'île, comme selon certaines conditions, puis je pense qu'il savait pas tout rendu là, là. Il s'est fait soit mentir par le capitaine ou par je sais pas qui, mais c'était clairement pas ce qu'il avait pensé, puis c'est d'où une certaine rage un peu aussi là, envers le capitaine. Ouais, c'est ça, parce qu'il était supposé de se partager, en fait, à chaque nuit, il faut qu'il y ait quelqu'un qui opère le phare, en fait. Ouais. C'est pas mal le but du phare, c'est d'être là la nuit. Mais William Dafoe fait non, c'est moi qui ai fait tout. C'est à moi la lumière, tu fais tout le reste. Souvent, tu fais comme, mais il fait quoi? C'est sûr qu'il est debout la nuit, mais il est juste là pour voir si ça tourne, si ça fonctionne. Mais pendant que Robert Pattinson fait tout, il lave la maison, il se fait crier après parce que c'est pas assez bien lavé. Il repeinture le phare. Quand il repeinture, c'est une maudite belle scène, ça, visuellement. Hein? Très intéressant. Ouais, c'est magique. Ouais. Puis ça, c'est une autre affaire. Je pensais pas rire autant. Je sais pas si toi t'as ri, mais moi, j'ai ri fort à plusieurs instants. Pas tant que ça, mais non. Pas. Le montage me faisait mourir de rire. Il y a une scène qui sont complètement sous, puis ils dansent, puis ils sont pas en chicane, mais c'est bien l'autre, mais ça coupe, ils sont en train de faire un saut. Oh, oui, ça c'est vrai. Ça, c'est des petites affaires dans le même que ouais. Parce que tout le long, justement, c'est que c'est des personnages qui mentent à eux-mêmes, qui mentent entre eux. Mais le film, on dirait qu'il nous ment aussi. C'est qu'ils sont toujours sous. Ils sont en train de faire un câlin. Ils sont toujours sous. Ça ajoute. C'est vraiment donné, ils boivent tellement, ils boivent, que là, même s'ils sont en chicane, ils finissent par s'aimer, puis l'inverse, parce que c'est altéré par l'alcool. Puis, c'est plus vraiment leur position. Comment ils se trouvent? Sont-ils encore fâchés? Sont-ils encore en grosse prise de pouvoir? Tu sais plus comme. Puis ça dérape, mais vraiment sur une courbe qui est vraiment qui est pas trop abrupte. Là, ça prend son temps. Ça prend vraiment son temps. Au début, Robert Pattinson, son personnage, il parle presque pas, super timide, gêné, ose pas. Puis c'est tout Willem Dafoe. Le premier repas qu'ils ont, là, c'est juste lui qui parle. Ah ouais. Puis vers la fin, c'est l'autre qui leur met à sa place. Il n'hésite pas, c'est Pattinson, il n'hésite pas justement à le brusquer physiquement, même s'il est plus vieux, puis il est moins en shape, puis ça va loin, là, ça sort des armes, là, ça build up assez vite vers la fin. Là. Ouais, puis je pense que c'est un bon moment que je voulais faire parce que en faisant la recherche sur le film, je te l'ai envoyé avant. Je vois qu'il y a un film qui s'appelle The Lighthouse en 2016. Juste 3 ans. Hein? Je suis comme, ouais. Puis là, je regarde, comme l'histoire de 2 hommes, évidemment, les phares, c'est tout le temps 2 hommes qui allaient. Là. Ouais. Et ils vont là, puis là, il va se passer quelque chose, puis ça va mal virer, puis il flirte entre la folie, tout ça. C'est comme c'est déjà 3 ans, puis je sais un peu qu'est-ce qui se passe. Mais je suis allé lire là-dessus, et c'est parce que c'est une histoire vraie. C'est passé en 1900, je ne l'ai pas noté ici, mais c'était Smalls Lighthouse en Grande-Bretagne. Okay. Au début de 1801, je pense. Il y avait 2 personnes, Thomas Howell et Thomas Griffith, qui sont allés là. Et Griffith meurt dans un accident. Là, il n'y avait pas tous les détails, mais il y avait un accident, il est décédé. Et Howell s'est mis un peu à capoter parce que là, eux, ils sont... Je veux dire, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas rien, il n'y a même pas de ligne. Là. Il va juste avoir... il peut juste communiquer quand les gens vont venir les chercher dans 3 semaines. Ouais. Et puis là, lui, il capote parce qu'il se dit, là, le monde va penser que je l'ai tué parce qu'ils étaient reconnus les deux en Grande-Bretagne, dans leur village, whatever, ils se connaissaient, puis ils étaient reconnus pour tout le temps se pogner, se chicaner. Et du monde vont penser que je l'ai tué. Puis là, il faut qu'ils gèrent le cadavre qui décompose. Et c'est ça, quand il est sorti, il y avait comme un peu sombré. C'est sûr qu'il y avait un choc post-traumatique, un peu dans la folie. Ça parle de ça. Et en 2011, la radio BBC avait fait une pièce de théâtre radio là-dessus. Il y a eu même un opéra en 2018 qui s'appelle For Those in Peril. Alors, les 2 films, c'est ça, le film de 2016 est vraiment, c'est très, très, très basé. C'est les mêmes noms de personnages. Et Robert Eggers, lui, a juste pris ça, mais en a fait vraiment autre chose. Fait que c'est pas un vol...
Non, c'est ça. OK. Propriété intellectuelle. Fait que ça raconte vraiment la même drôle. histoire, mais visible, en tout cas, d'après les images, puis d'après les reviews et tout, le Lighthouse de 2016, il semble c'est ça, vraiment pas si hot, là. Non, c'est ça. Robert Eggers, en fait, il s'intéresse pas de toute façon, il l'a ramené à ça se passe en Nouvelle-Angleterre. Puis, lui, il est plus intéressé par les grands thèmes, le bien contre le mal et tout ça, que vraiment le côté-là. Puis, il y a un autre truc que Willem Dafoe a dit dans l'entrevue, puis ça m'a comme fait réfléchir, tu sais, sur souvent des films un peu comme Champ gauche, comme ça, tu sais, avec un esthétique plus particulière, sans être trop intense, ou des films, des fois, qui n'ont pas la solution à l'histoire. Là. Mais c'était vraiment le fun parce qu'il disait, puis là, je l'ai traduit très rapidement en français, là, parce que, s'il vous plaît. Ouais. Ça se peut que mes tournures de phrases soient pas très bonnes. Il dit, c'est la poésie qui nous challenge de penser de façon différente, de se rappeler de choses qu'on a oubliées. Ce n'est pas de reconnaître une histoire qui nous est familière. Quand c'est bien fait, ça va plus loin que ça. Ça nous ouvre le chemin vers des mystères et c'est ça qui est incroyable du cinéma. Fait que c'est vraiment l'idée. Lui, il parlait de poésie. Il a vu ce film-là comme un poème. Ouais. Il est rentré là-dedans. Et c'est ça. Chacun en fait ce qu'il en veut de ce poème-là parce que ça vient frapper des cordes différentes. C'est juste que c'est sûr qu'il faut vouloir, justement, comme il dit, ne pas se reconnaître dans l'histoire qui est familière. Fait qu'il faut accepter ce truc-là. Mais ouais, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Plus je lisais sur le film, plus j'ai remarqué avec les dieux grecs, là, parce que je parlais de Prométhée qui avait volé le truc, mais il y avait Prothée aussi. Prothée, en fait, c'était comme un vieux marin. C'était comme un genre de sirène, mais homme. Puis c'était un vieux malcommode qui avait la connaissance infuse de tout, mais qui voulait pas rien partager. Fait que tu vois, c'est les deux personnages, Prothée et Prométhée, qui sont dans le film. Après ça, on peut en faire ce qu'on veut de tout ça. Il y a quelque chose qui est... Tu parles de le côté plus mythique, mais sûrement que j'ai manqué... Il y a des trucs en le réécoutant que je spotterais justement d'autres justement références à ça. Mais il y en a une assez particulière qui m'a marqué. Une image, ça passe super vite, là, mais quand il y a un double de Robert Pattinson, il se bat avec son double et on voit Willem Dafoe nu avec, je pense... je sais pas si c'est un pieu, une pelle ou n'importe quoi. Il est vraiment comme un dieu grec, justement, parce que dans sa position, et cette image-là, là, on dirait une toile. C'était très pictural, c'était vraiment beau. Puis la lumière vient de ses yeux et qui éclaire le visage de Robert Pattinson. En tout cas, visuellement, là, c'était tellement beau, ça avait l'air c'est un chef-d'œuvre, juste ce plan-là. Puis c'était carrément là, justement là, mythique grec, là, une hallucination, une allusion directe. Puis sûrement qu'il y en a plein d'autres, des petits clins d'œil comme ça aussi. Là. Ouais, c'est sûr, mais tu sais, ça reste qu'il y a l'idée de la lumière, c'est tout le temps le côté divin sur l'homme. Est-ce que l'homme a le droit d'obtenir cette lumière-là? Puis tu sais, le phare, c'est pas non plus anodin dans le sens que pour moi, c'est une représentation entre le paradis en haut et l'enfer en bas. Si on veut, l'île est un peu un purgatoire aussi. Si on veut, ils sont là. On va pas bien leur affaire. Il y a rien qui marche bien. Tu sais. Fait qu'il y a plein de trucs comme ça qui sont mêlés, mais ultimement, ce qu'ils voulaient faire, on ne le saura jamais parce qu'ils ne le disaient même pas aux acteurs. Je pense pas que ça va aller là, mais mais je voulais parler des deux comédiens parce qu'on l'a comme dit vite à quel point ils jouent très bien, mais parce que, tu sais, Willem Dafoe, premièrement, Willem Dafoe, c'est un gars de théâtre qui apparaissait dans ce film-là parce qu'il y a des longues tirades, des fois en plan. Très serré, là. Pas de montage. Pas de montage, puis il est là à déblatérer d'un texte qui est déjà dans une langue. Puis des fois, on dirait qu'il ne reprend pas son souffle pendant 1 minute, là. J'étais comme, what? Mais je trouve qu'il est tellement sous-estimé, Willem Dafoe. Pas sous-estimé, on sait qu'il est bon. Je pensais qu'il est bon, mais il n'y a pas eu des rôles comme... Il y en a eu, mais en tout cas, peut-être pas autant des rôles marquants que d'autres acteurs qui sont peut-être moins bons.
Ouais, je sais, ou tu sais, c'est le fait qu'il passe inaperçu, mais tu sais, je veux dire, c'était l'année passée, il y a 2 ans, at Eternity's Gate, il jouait Van Gogh, il était Ouais. magistral là-dedans, le Florida Project. Euh, mais tu sais, encore là, c'est un rôle que les Oscars n'aiment pas, là, dans le sens qu'il n'est pas en train de se déchirer de Ouais, la tête, mais il est tellement. À chaque fois qu'il prend un rôle, il est bon, puis que ce soit. Je veux dire, dans la même année, il a fait At Eternity's Gate, puis il jouait dans Aquaman. Ouais. Ouais, ben, il est vraiment polyvalent, puis il fait tout, puis il est pas, ben, c'est parce qu'il n'est pas tant souvent en premier rôle. Ben, puis ceux que tu as nommés, c'est pas des films blockbuster grand public, tu sais, ou Non, à la limite Oscar, là, tu sais, à part de Last Temptation of Christ, on dirait qu'il a toujours fait des seconds rôles. Puis quand il y a un premier rôle, ben c'est pas un film que les gens vont courir pour aller voir. T'sais. Ben, je pensais à Antéchrist de la semaine Ben c'est ça, dans le film d'auteur, il tire son épingle du jeu en masse. Là. Ouais, parce que là, il est aimé à sa juste valeur parce qu'il est vraiment utilisé là, dans des rôles très particuliers, là, souvent. Mais c'est ça. Puis je sais que ils disaient qu'ils ont filmé, ils faisaient beaucoup de pratiques des scènes parce que justement, vu qu'ils filmaient avec une vieille pellicule, ils voulaient pas reprendre, ils voulaient être sûrs que le blocage, le mouvement de la caméra, tout allait être parfait. Et ça a l'air que Willem Dafoe, comme étant un acteur de théâtre, ça ne dérangeait pas pantoute. Mais Pattinson, lui, ça a l'air que ça le gossait beaucoup. Puis, mais le réal, il a dit en entrevue, comme, il dit en même temps, je m'en foutais parce que ça le rendait inconfortable. Puis son personnage devait être inconfortable. Ouais, ça fitait plus avec lui. J'avais l'impression de le manipuler de même, mais en même temps de manière pas brutale. Ça faisait quand même juste des répètes de la fin. C'est juste qu'il aimait pas tant ça le refaire souvent. Mais je sais pas, comme j'aimerais peut-être avoir ton opinion, mais on dirait que pendant ce film-là, ça m'a marqué à quel point il a fallu que, puis c'est ça dans tous les projets, mais on dirait que lui, ça m'a marqué à quel point les acteurs doivent être complètement, laisser la vision du réalisateur, de faire quand il y a une vision, je vais faire ce qu'il me dit faire, parce que le film, déjà, eux, ils comprenaient pas le sens de tout ça, fait qu'il fallait juste qu'ils le fassent. Ouais. Mais il y a des moments, tu sais, que Willem Dafoe, il marche comme à 4 pattes, comme un chien, il y a une corde au cou. Ah, puis ça, c'est plein de moments de même d'affaires comme qu'ils font, comme pas dégradants, mais comme, genre. Il faut que tu aies confiance. Mais c'est un film que je recommande à tout le monde. Ouais, vraiment. Moi, je trouvais que l'aspect noir et blanc, très, très sombre, le cadrage, ça permettait aussi à la caméra de faire des maudits beaux mouvements aussi, puis de passer de transition d'une scène à l'autre parce que, tu sais, elle se perd dans le noir, fait que tu peux bien réapparaître sur n'importe quoi. Fait que ça faisait en sorte qu'il y avait des maudits beaux travelling qui sont des ellipses en même temps, vraiment bien réussis, toute la machination du phare, ou bien n'importe quoi. Ça panne, puis là, on est rendu dans un noir total. Tu ne remarques même plus qu'il y a un cadrage carré. Non, tu le vois même plus tellement que c'est éclairé avec une chandelle au milieu, fait que tu fais pas la coupure entre le cadre et les personnages dans le noir. Tu sais. Ouais. Puis ça permettait justement de faire des maudits beaux plans, puis c'était super fluide dans ce sens-là. Je trouvais que c'était bien réussi, vraiment. Ce film-là est produit par A24. Ouais. Et A24 me font capoter depuis des années. Depuis que ça a commencé en 2014. Hein. En tout cas, c'est là que j'ai plus pris conscience de A24. Et ils sortent des films année après année, vraiment hot, vraiment beaux, challengeants. Tu vois, qui laissent la place au nouveau réal, puis faire comme, OK, c'est ça ta vision, on va t'aider à la faire au lieu de contrôler toute l'affaire. Tu vois, leur liste de films est incroyable. Un bon exemple de cela, je pense que c'est par A24, mais A Ghost Story. Qui est comme, justement, faisons confiance à une nouvelle idée, à un nouveau réalisateur, une espèce d'histoire champ gauche complètement, plus thématique, plus poétique que concrète, puis let's go. Puis ça donne un super bon film. Mais c'est Ex Machina, que tu as écouté il n'y a pas longtemps. The Rover, que je parlais, le film avec Robert Pattinson et Guy Pearce. Under the Skin, Enemy, While We're Young, Florida Project, The Lobster, je me répète parce que je commence en désordre, Lady Bird, puis toute la nouvelle vague d'horreur, c'est le thème que je voulais amener, mais Héréditaire, Killing of a Sacred Deer, It Comes at Night, Good Time avec Robert Pattinson. Ouais.
Frère Encore une fois. Sadie, c'est lui, puis Uncut Gem, qui est sorti sur Netflix aussi, avec Adam Sandler. Je veux dire, il n'arrête pas année après année, et c'est ce qui a donné, qu'on appelle, ben, il y a plein de monde qui font ça, je veux pas, mais j'appelais ça la nouvelle vague d'horreur. Je sais pas. Ouais, ben j'ai comme googlé ça, puis tu sais, il y en a il y avait des articles, puis ça semblait un peu utiliser ce terme-là, là, tu sais, par moment, là, tu sais, on se comprenait un peu quand on parle de ça, là, l'espèce Ouais, de films d'horreur récents qui sont plus hybrides, puis qui sortent un peu là, des clichés, des sentiers battus en général, qui ont plus une, une signature aussi de production, de réalisation, là ouais. que de juste de copier des mêmes patterns là, qu'on a déjà vus. Ouais, c'est ça. C'est des films, ben, je te dirais, tu sais, vraiment, là, ben, Robert Eggers avec The Witch et là, Lighthouse, mais Ari Aster avec Héréditaire puis Midsommar qui est sorti l'été Ouais, passé. Je te dirais, ça marque vraiment, je pense, le ton de Héréditaire, peut-être plus proche de l'horreur, mais en même temps, c'est des films qui jactent ta tête tout le long, c'est plus dans le mood, on dirait que place. C'est même, il y a bien du monde qui mettait The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos parce qu'il utilise le langage d'horreur, mais ouais, c'est pas vraiment un film d'horreur, mais non, il te fait sentir mal, il te fait ouais, sentir pas bien. Tu sais, c'est surtout ça, on dirait qu'ils veulent aller avec le mood, avec l'espèce de langage, ben, venir nous faire sentir pas bien au lieu de, et des fois, ça peut créer justement des trucs plus épeurants, guillemets, qu'un film d'horreur plus classique, ouais. je pense. C'est un peu plus accessible pour ceux qui ont toujours craint un peu les films d'horreur. Tu sais, parce que souvent, puis je lisais, je t'allais beaucoup là-dessus, puis quand on regardait, mettons, George Romero avec son Mhm. Night of the Living Dead, mais lui, il disait, tout le monde après, quand ils ont comme critiqué le film, des années après, puis disant, ben, c'est un truc social, puis sur les Ouais. races, puis il était comme, ben, non, mon style, je voulais juste faire un film violent, ou tu sais, comme, il n'y Euh, avait pas de cette volonté-là, tandis que la nouvelle vague est plus sur pitcher, en fait, je pense, pas leur mal-être, mais leur peur, leurs insécurités, trouver un angle et aller là-dedans, aller jouer. Puis c'est beaucoup des trucs qu'on dirait qui jouent sur l'identité, tu sais, The Witch, Héréditaire, même Midsommar, c'est tout. c'est pas souvent Euh, nommé c'est quoi la non, mais c'est ça, fameuse identité. mais il y a souvent pas de méchant clair. Ouais. Hmm. C'est pas un film gore, mais tu sais, parce que j'ai lu une entrevue aussi avec Trey Edward Schultz, le réalisateur des Comes at Night, que j'ai écouté récemment Ouais, c'est pour ça, ouais. préparer ça. Hmm. Puis je vais te demander qu'est-ce que t'en penses. Mais lui, il disait, puis là, je l'ai pas traduit, lui, mais je vais essayer de le traduire en temps réel. Mais il dit qu'il voulait, il dit qu'il voulait pas, il est pas parti avec une idée, je fais un film d'horreur. Il dit juste parti avec comme quelque chose que je voulais qu'il soit personnel. Et je voulais juste parler de mes peurs, puis j'ai mis ça dans un film, mais il dit, tu sais, si mes peurs deviennent de l'horreur, ben, ok, d'abord, c'est un film d'horreur, mais c'est pas ça à la base, tu sais, c'est Mhm. des insécurités ou des peurs qu'il y avait, que juste Mhm. pitché sur l'écran, puis ça devient ça. Puis je pense que c'est un peu là-dedans, tu sais. Midsommar, c'est la même chose, là. Malgré que le film n'est pas nécessairement ça le thème du film, mais lui, il voulait représenter comment tu te sens dans une rupture amoureuse, l'espèce Ouais. d'apocalypse fin du monde, l'espèce de Mhm. mal-être. Il voulait le représenter visuellement dans un film. Mais ça devient, tu sais, tu regardes le film, ben, c'est une horreur. Je sais pas. C'est En même pas. temps, on a besoin d'étiquettes, tu sais. Non, c'est ça. On a besoin d'étiquettes, mais c'est ça. Puis je me rappelle, je réfléchissais à ça, puis ça me faisait rappeler plein d'affaires. Il y avait le film Let Me In de Matt Reeves, Je qui sais date d'une pas. couple d'années. C'est un remake d'un film suédois de Thomas Alfredson, un remake américain. Et puis, c'est vraiment simple. C'est un petit gars, juste, ça fait longtemps, là, mais peut-être comme il y a 13 ans. Là. C'est un petit gars qui a pas beaucoup d'amis, qui s'intimidait à l'école, tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui vient, il, il habite dans une espèce de complexe appartement un peu plus pauvre. Là, il y a quelqu'un qui vient habiter là, une autre fille de son âge. Et puis là, bon, on apprend que c'est une vampire.
il y a quelque chose d'un peu weird. Il devient ami, puis il l'aide un peu à se nourrir de sang. Mais quand il disait, puis c'est vrai, les scènes les plus dures du film, c'est quand le petit gars se fait intimider, quand il se bat à l'école. Matt Reeves, c'est ça qu'il disait. Pour moi, la vraie horreur du film, c'est pas le vampire qui laisse temps, c'est ça. C'est quand le petit gars se bat dans le coin. Parce que moi, je me suis fait battre à l'école. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai l'impression aussi que la nouvelle vague, mais ils vont chercher ça, tu sais, l'horreur qui est réelle, mais qui vont peut-être s'exprimer de façon spéciale dans le cas de Lighthouse, mais tu sais, qui vient de peurs qui sont ancrées dans quelque chose au lieu de, je pense que le vieux cinéma, le cinéma d'horreur, au départ, c'était plus une question de tabou, de montrer des affaires violentes, juste pour choquer. Ouais. Là, c'est pas tant de choquer, c'est ça. Je pense que c'est juste l'acte qui dit ça. Ouais. Non, t'as raison. Non, c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment plus le côté psychologique aussi, puis dans ceux que tu as nommés, il y en a plusieurs que c'est relié justement à être enfermé, puis tu sais, pas beaucoup de personnages. Peut-être parce que j'ai beaucoup It Comes at Night en tête, là, parce que je l'ai vu plus récemment, mais pour justement parler, je trouve que c'était vraiment bien réussi. Je trouve que il y a peu de personnages, puis il y a quelque chose à l'extérieur, un peu comme The Witch, mais The Witch, peut-être à la fin, il en monte un peu plus, mais tu sais pas c'est quoi, tu crains quelque chose, puis peut-être tu finis quasiment par l'oublier, puis là, tu crains certains personnages. Tu sais, ça commence, comme ça commence, OK, il y a quelque chose à l'extérieur, barrez les portes, enfermez-vous, allez vous coucher, tac. T'as peur de quelque chose, puis à un moment donné, tu te rends compte que t'as plus vraiment peur, même que tu y penses plus pas en tout. Puis c'est un peu des personnages que t'as peur. OK, lui, il est-tu correct? Lui, il est-tu bon? C'est qui dit vrai? Puis comment ça va se finir, cette histoire-là? Puis t'oublies un peu l'espèce de monstre ou d'entité qu'ils ont installé au début. Puis des fois, c'est pas tout le temps le même pattern, mais c'est un peu ça, c'est que tu crains les personnages eux-mêmes de leur folie ou c'est ça, une espèce de cohabitation qui devient un peu folle. C'est pas le cas de tous les films, mais tu sais, puis sans trop parler de Get Out, parce que je pense qu'on va pouvoir y revenir aussi, mais c'est un peu ça, là, t'es dans une famille où il y a des serviteurs, puis là, tu sais plus qui faire confiance, tu sais. Même pas dans les personnages principaux que depuis le début, le réalisateur te les a montrés comme étant les gentils de l'histoire, tu sais. Ben, je pense qu'il y a beaucoup ça. Quand on regarde certains titres, beaucoup la peur de l'autre. Ouais. L'espèce de. Puis c'est une réflexion que j'avais parce que tu as parlé du huis clos, mais sans que ce soit tous des huis clos parfaits, mais c'est beaucoup d'isolement. Midsommar, tu sais, ça se passe tout dans un espèce de terrain, là, un grand isolé. Champ, mais ils sont complètement perdus. Ils sont perdus, c'est ça. De la civilisation, puis les leur rentrent pas. Fait en certain sens, c'est un peu ça, parce que je pense que l'idée puis là, peut-être que je m'avance, c'est des sociologues ou tout ça vont faire comme mon Dieu, ils disent n'importe quoi. Ouais. Mais tu sais, il y a pas l'idée qu'on est tout le temps connectés, mais sur nos selles. Et puis là, on met des gens dans des pièces ou dans des environnements, c'est comme il y a comme une crainte qui vient de là, je sais pas, il y a comme ça joue beaucoup là-dessus. Je veux dire, si je regarde la liste, la plupart comme That Night, The Witch, Midsommar, c'est tout des pseudo-huis clos, Babadook. Ouais. C'est ça, Héréditaire, Babadook, ça se passe tout le temps dans une maison. Fait que, tu sais, oui, il y a un extérieur, ils sont pas pris là, mais l'histoire se passe que là, puis on voit pas le reste. Fait que, tu prends. On sait pas, vraiment. Non, exact. Fait que ça joue beaucoup là-dessus, sur l'espèce de mal-être. Puis il nous amène tant, c'est ça, une espèce de un mood qu'on se sent pas très bien. Je pense que c'est le gros truc. Il y en a une couple aussi qui, on dirait, pour se sauver un peu de la technologie, parce que, comme tu dis, avec des cellulaires, des fois, on dirait que ça pourrait régler bien des problèmes. Puis à la place d'avoir le fameux « Ah, ça pogne pas », ben, t'as une couple de films là-dedans qui sont justement à une autre époque. Tu sais, The Witch, il n'y a pas de problème, on est ailleurs. Tu sais, puis des fois, c'est pas mentionné, ou tu sais, It Comes at Night, c'est quoi la temporalité de ça? C'est où? C'est flou en tabarouette, ça, puis pas tant important finalement. On pense comprendre, mais c'est jamais explicitement dit.
sais, ça a l'air plus contexte. contemporain, mais pas tant parce que Ça pourrait être c'est des outsiders. Vivre dans le bois. Pourquoi ils vivraient dans le bois? Sont-ils si loin à ce point-là de la ville? Visiblement, oui. Là. Mais tu sais, Ouais, qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi? je sais pas. Mais lui, c'est peut-être le film qui est le moins clair que ça a l'air, peut-être. Ouais. Ouais, non. Je sais pas, Ouais. mais ça fait un petit bout que je l'ai vu, là. J'ai pas Mais tu revu. sais, en comparaison à It Follows, qui est lui, on dirait qu'ils font vraiment, OK, on va prendre certaines affaires clairement de films des années 80, justement d'être poursuivi par une identité. Ça c'est assez clair, tu sais. Puis moi, j'ai eu plus peur, ou du moins, tu sais, ça surprenait un peu plus là, dans des... Tu sais, mais c'était bien réussi aussi quand même. Là. Ouais, c'est bien réussi. Puis ça, j'ai aimé l'esthétique du film parce que, comme tu dis, c'est un peu années 80, mais c'est pas clair que ça se passe années 80 parce qu'ils ont comme des pseudo-cellulaires, mais c'est un coquillage. Ah oui, c'est vrai, c'est ça, ouais. Mais ça a l'air d'être un agenda électronique, les premiers, là. Il joue un peu. Fait que là aussi, on se sent pas notre place parce qu'on sait pas ça se passe où et quand. Mais oui, lui, il y avait peut-être et puis là-dedans aussi, il y en a qui sont un peu plus proches de l'horreur classique. C'est juste dans l'exécution, en fait, qui est moins dans le mode de choquer nécessairement. Ouais, un peu dans le pacing des scènes, puis dans le, tu sais, il me semble... Ouais, c'est plus, ça va jouer beaucoup souvent sur qu'est-ce qu'on voit, que c'est vrai ou c'est la folie. Ouais. Et ça, ils vont souvent laisser un espèce de flou là-dessus. Ce qui fait que on peut accepter, chaque personne peut accepter selon un peu. Ben, It Follows, c'est vraiment ça, tu sais, pour expliquer vite, mais tu sais, t'as juste un personnage qui voit le monstre, l'entité, le whatever, le truc, le hit, puis les autres personnes ne voient pas. Mais c'est vraiment parfait sur la ligne, là, un espèce de beau concept pour jouer là-dessus, tu sais. T'as un groupe de 4 ados, t'en as juste une personne qui voit le truc arriver, puis même si les autres le voient pas, ben ils peuvent se faire pogner quand même. Fait que tu vois le point de vue des fois de la personne qui a l'espèce de don, puis la personne qui l'a pas. Puis la personne qui n'a pas le don, ben voit juste quelqu'un se faire arracher un membre ou se faire pogner, mais il n'y a rien. Tu vois juste la personne souffrir. Ça, c'est le fun. Je trouve ça cool de jouer avec ça. Le côté visuel était le fun. Ouais, Follows, puis là aussi, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Là. Mais il me semble j'avais vraiment aimé, mais des fois, on sentait que le réal perdait un peu le focus de son univers. Ben, ouais. Rien de dramatique, mais l'idée de... C'est parce que c'est ça qui met au point de vue. Tu sais, c'est ça, comme tu dis, il change des fois le point de vue, mais pour faire... pour créer un effet de peur, là, je trouve que c'était plus ça. Là. Ouais, pour créer un effet de peur, au lieu d'être vraiment dans son esthétique et dans son propos du film. Tu sais. Ouais. Mais ça, là, je fais rien piquer un peu. Mais l'affaire, c'est que j'aimais ça parce que c'était vraiment comme... Puis moi, dès qu'un réalisateur essaye quelque chose, ouais, c'est ça. Différent, même si c'est pas poli, c'est pas parfait, ben je vais tout le temps saluer et puis je vais tout le temps vraiment aimer. Là. J'ai vraiment bien de plaisir avec ça. Ouais, non, c'est ça, c'était pas parfait parce qu'il y avait certaines petites lacunes. Je trouvais que le concept était vraiment fort, mais que on dirait qu'il se renouvelait pas. C'était un peu. Ça se répétait un peu, puis même que s'il finit le film sur bon ben l'histoire va se répéter, mesdames et messieurs, sauf que là, c'est générique. Fait que c'est une espèce de roue, là, le cercle vicieux. Mais c'est ça, j'aurais aimé ça que ça progresse un peu plus, puis que il y a une certaine fin. Pas que je veux qu'il y ait une fin, là. C'est bien correct, là. La menace se terminait, mais c'était répétitif un petit peu. Là. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais je voulais faire un lien parce qu'en faisant ma recherche, tu sais, on dit la nouvelle vague présentement de la volonté de vouloir amener l'horreur ailleurs, autre que dans le gore et le jump scare et le truc, mais c'est là que ça revenait des titres, que je sais, ben oui, mais tu sais, il y a Kubrick avec The Shining, ou l'autre réal dont il ne faut plus dire le nom, mais qui a fait Rosemary Baby puis Répulsion. Ouais. C'était quand même, à l'époque, une autre façon d'aborder l'horreur. Tu sais, Rosemary Baby,
ça fait dans l'idée. C'est très horreur, là. C'est le côté, ben, est-ce que c'est la folie? C'est pas la folie, la possession? Est-ce que son bébé est l'antéchrist annoncé ou c'est juste ça se met à spinner dans des affaires de même que ça. Juste que là, je pense qu'il y a comme vraiment un mouvement plus intense. Tout le monde s'est mis à faire ça, presque. Ben c'est beaucoup il y en a beaucoup, puis tous ceux qu'on a nommés, puis sûrement qu'il y en a d'autres, mais c'est beaucoup des jeunes réalisateurs, j'ai l'impression, ou des gens qui sont à leurs premières œuvres. Ils vont peut-être pas faire ça toute leur carrière, mais il y a comme une espèce d'énergie nouvelle, là, des nouveaux talents là, qui se pichent là-dessus. Déjà, le It Comes at Night, son deuxième film que j'ai pas vu, je pense qu'il n'a pas été distribué, ça avait l'air intéressant, mais son deuxième film, c'était vraiment pas un film d'horreur. C'était comme encore, c'était weird, là, mais c'était plus un drame, me semble. Ben, puis Ari Aster, là, qui a fait Chambre héréditaire puis Midsommar, lui, j'avais lu qu'il a comme, il a fait ses 2 films en 2 ans, là, puis ses 2 premiers films, puis il y a 20 scénarios déjà écrits. Là. Lui, là, il est prêt, mais je pense pas que ces 20 scénarios, s'il les fait, ça va être dans cette branche-là. On voit clairement sa marque, là, sa signature, puis un peu là, vers quoi il s'enligne, mais je pense pas qu'il va suivre ce tracé-là nécessairement de l'horreur, puis déjà de Héréditaire à Midsommar, on changeait un peu de style aussi. Là. Mais si on pense à ça, c'est que l'horreur est comme habitué d'avoir des petits budgets. Ouais. Et je sais pas si c'est une façon aussi pour les réals de commencer. Ouais, c'est peut-être ça aussi. C'est une gang qui font c'est pas vraiment de l'horreur. Ils se définissent pas comme réalisateurs d'horreur. Fait que je pense que c'est juste qu'il y avait une idée, quelque chose, des mots, ils voulaient passer leur talent, leur style visuel, mais les studios, souvent, ils acceptent on a beaucoup de films d'horreur, mais à petit budget. C'est rare un film d'horreur à très gros budget. Mm. On dirait qu'ils acceptent peut-être plus facilement, puis là, ça donne une chance de commencer. En fait. Mm-hmm. Surtout depuis Blair Witch Project. Là. Ça a comme ouvert une lumière, puis on peut faire des Paranormal Activity, Décadence 1 qui a fait à aucun argent. Mm-hmm. Tous ces films-là, puis quand on regarde tous les films qu'on a nommés, c'est même de Visite qui est M. Night Shyamalan. Ouais. Là, je te faudrait voir son budget était ridicule. C'est pour M. Night Shyamalan, c'est sûr qu'il était comme tombé dans... il avait perdu de son lustre vers Hollywood, mais il a fait pour rien pour Blue Mouse, qui Blue Mouse, c'est vraiment de l'horreur, Paranormal Activity, puis Insidieux, tout ça. C'est Babadook, ça, c'est pas des gros budgets, là. Il y a rarement des acteurs super connus qui jouent dedans aussi. Là. Mais après ça, c'est de savoir la fameuse affaire. Est-ce que c'est un film d'horreur? Ils sont souvent vendus comme ça. Hein. En tout cas, c'est juste que c'est en l'écoutant ou en lisant sur le film que tu te rends compte que c'est pas nécessairement ça. Puis même moi, même si des fois je m'informe beaucoup sur le film avant de l'écouter, des fois je suis un peu quand même surpris. On n'a pas parlé, mais The Invitation, qui est... Je pensais que c'était plus un film d'horreur. C'est pas vraiment ça, mais encore là, c'est des personnages qui sont confinés, un peu dans cette lignée-là, mais ça avait été un peu brandé comme... Parce que la bande-annonce, clairement, là, je l'avais écouté juste avant, puis ça en faisait la promotion comme étant plus de l'horreur. Ça misait sur les scènes punch de peut-être la fin du film. Mais quand tu écoutes le film, ça prend une bonne heure et quart avant que tu arrives à ces scènes-là, qui sont plus punchées dans le drame puis dans l'horreur, dans la grosse action. Là. C'était pas mal un huis clos de personnes qui jasaient puis juste des conversations, des petits malaises pendant 1 heure. Ouais, c'est ça. C'est malaisé, mais c'est ça qui est arrivé à It Comes at Night. Le film a reçu... la critique du public a été dévastatrice à la sortie. Tu vas sur CineScore ou peu importe les sites, là, le monde était fâché. Là. Fâché. Allez, une journée complète sur Twitter. Là. Allez, va pas voir ça, c'est pourri, tu penses à rien, c'est pas un film d'horreur. Mais tu sais, parce que déjà le titre It Comes at Night, puis on met l'emphase sur 2 images et puis de ce que le père il dit de comme la nuit barré à la porte, sortez pas parce que c'est ça. Whatever. Fait que là, It Comes at Night barré à la porte, là, c'est dans le noir. Tu imagines un monstre, mais il n'y a pas c'est ça. Puis on pourrait même parler
un qui est un peu plus ancien, mais qui date du début de la dernière décennie, mais Cabin in the Woods, tu sais, qui est là aussi, là, on s'amuse avec le genre, puis on le barouette, puis on le pitch, puis on le revire à l'envers, puis tu sais, c'est quasiment à part, là. On ne le mettra pas dans la nouvelle vague qu'on raconte, là, mais quand même, là, c'est peut-être que il y avait une volonté de changer. Parce que l'autre affaire aussi, quand je réfléchissais à ça, le cinéma d'horreur, ça va rattacher là, à Cabin in the Woods, là. Fais-moi confiance. Ah non, totalement. Des fois, je pars dans ma tête, mais j'étais comme, le cinéma d'horreur, c'est un peu comme le monde du métal. Il y a comme des règles, tu sais, il y a des codes. Faites tel genre de musique. Faites de l'horreur, il y a développé avec les années tellement de codes. Mm-hmm. De comme, OK, ben la dernière fille vivante, elle qui va rester vivante jusqu'à la fin, c'est peu importe, là, je n'aimerais pas tout, mais déjà dans Frisson, il se moquait un peu Frisson, de c'est ces ça, codes-là. ouais. Mais par le gars qui a aidé à créer pas mal ces codes-là. Ouais. Mais c'est comme si la nouvelle vague était plus en mode, on s'en fout de ces codes. Ouais. On va utiliser ton langage au niveau le plus pur, mais le reste, il n'y aura pas la personne au pseudo-weird au début qui fait un avertissement de « fais attention, on va là-bas », et plus personne l'écoute. Puis, tu sais, mais je sentais que c'est ça, il y avait comme, on lisait un peu là-dessus, c'est vrai, il y a comme des codes bien régis, tu sais, ce qui fait que oui, mettons, tu écoutes un film d'horreur, il y a les jump scares, il y a les affaires, il y a la violence, mais en même temps, on voit venir ce truc-là, tu sais. T'écoutes un Michael Myers, tu le sais le pattern, tu sais qu'il va sortir du coin ou ils vont t'avoir, hein, il va sortir de l'autre coin, mais tu sais le pattern, OK, eux autres, lui va mourir avec les claques. Il n'y a pas très peu de surprises. Hein. Je dirais que ces films-là, mettons de la nouvelle vague, me font plus peur, moi, personnellement. Mais de manière générale, là, c'est sûr que, mettons, Lighthouse, j'ai pas eu peur. Non. Mais souvent, c'est dans ces films-là que j'ai plus peur, mettons, qu'un film plus classique d'horreur. Ouais. Parce que pour moi, un jump scare, c'est pas avoir peur. C'est sûr, je vais faire un saut. Je vais monter le son dans le tapis, quelqu'un qui va me sauter dans la face. C'est sûr que je fais ça, mais après ça, il y en reste que t'as peur. Ouais, c'est ça. J'en ai un autre pour A Quiet Place. Ouais, c'est vrai. Tu sais, qui est d'horreur, je sais pas, tu sais, oui, mais moi, je sais pas pour toi, tu vas au cinéma? Non. Moi, je l'ai vu au cinéma, la salle était pleine. Et tu sais, quand je parle justement c'est pas les jump scares, c'était tout le côté, il faut pas faire de bruit, là. Mais une salle complète, là, qui ont déposé leur sac à terre, puis ils voyaient sortir. Non, mais. Bruit dans la salle, le monde freakait, genre. Emily Blunt dans le bain avec son enfant, Ben, tu voyais tout de suite dans la salle les femmes qui avaient déjà accouché. Pendant la fin de l'accouchement, là, ça capotait, là, mais c'est ça, mais c'est le feel de ça, tu sais, le monde le ressentait, quand il faut pas faire de bruit, puis même quand on est sorti de la salle, on chuchotait, on encore ça, faut pas faire de bruit. Il aurait pu même mettre moins d'effets CGI, puis ça aurait eu le même effet aussi. Tu sais, c'était pas... je trouvais que c'était bien fait, là, c'était vraiment intéressant, ça avait l'air un peu District 9, là, dans les bébites, là, qui était le fun, mais c'était pas ça qui était le plus épeurant, c'était juste de savoir qu'il pouvait arriver. Ouais, plus que des voir arriver, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça explique un peu, je pense, ce qu'on dit tantôt. Ouais, ben moi, je me suis... J'ai comme les prochains qui vont sortir dans ce style-là, ou ces styles-là, je suis plus curieux qu'avant. C'est ça l'affaire là. Là, il y a rien. De A24. Il y avait un film qui s'en venait qui s'appelait Green Knight. Je pense que je t'avais déjà montré l'annonce d'une couple de mois. C'était prévu pour mai 2020. Ouais, c'est ça. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas si ils vont retarder ou ils vont aller en streaming ou whatever. Mais écoute, j'ai juste vu l'annonce. C'est A24 avec David Lowery comme réalisateur, le réalisateur de Ghost Story. Qu'on parlait tantôt, et Old Man and the Gun avec Robert Redford. Allez louer ça. C'est une plateforme, c'est tellement beau. Le dernier film de Redford, c'est pas un film d'horreur. C'est un beau petit film de vol de banque. Fait que David Lowery, Green Knight, un film
de roi, de chevalier, mais comme Ah oui! horreur. Là. Ouais, je me rappelle. En tout cas, mais j'ai aucune idée c'est quoi l'histoire. Le trailer ne donne rien d'histoire, mais c'est juste, il place le mot et ça a l'air terrorisant juste par les chats. Visuellement, là, comme... Puis les deux, on n'est pas des gars de médiéval, vraiment, là. C'est pas l'univers fantastique-là qui nous intéresse nécessairement, mais le trailer était vraiment cool. Là. Allez écouter ça, ou peut-être on mettra des images par-dessus, mais encore là, ça se passe médiéval. Mm-hmm. On sort de l'époque pour avoir titulaire, pour pas avoir rien. Ah ouais. Mais ça, je l'attendais. Là, j'étais comme... Je l'avais un peu oublié, là, mais là, en regardant en 24, je vois Green Knight. Non, on l'aura pas de ça. Non, on à l'aura moins pas qu'ils décident d'aller direct en streaming. Là. Je sais pas ce qu'ils vont faire en 24. Ils ne sont pas des gros boxeurs. Ouais, mais sont à surveiller. On parlait beaucoup de cette boîte de prod-là, mais on parlait du style, mais ça revenait beaucoup à eux. Puis même s'ils ont fait tellement de films aussi qui ne sont pas dans le style qu'on vient de parler, qui valent vraiment la peine. Donc, moi, je surveillerais ça vraiment attentivement. Ouais. T'avais-tu un film ou quelque chose que tu voulais suggérer? À la fin, on pourrait terminer avec une petite suggestion. J'avais noté un film, mais on en a parlé plus tantôt. Mais c'était Ghost Story. Ouais. On va pas t'en parler, pour vrai. Ouais. Je m'étais dit, je vais parler de ça parce que ça a comme rapport avec... c'est pas vraiment pas un film d'horreur, mais ça joue un peu sur idée-là. C'est un fantôme. En fait, c'est avec Casey Affleck, Rooney Mara. Et Casey Affleck, dès le début du film, il décède. Il devient donc un fantôme. C'est pour ça le Ghost Story. Et il joue le fantôme le plus primaire du monde, c'est-à-dire un drap blanc avec 2 trous. Puis, ça a l'air ridicule comme ça, mais moi, ça m'a vraiment marqué. Non, c'est touchant, quoi. Très touchant. C'est un film poétique. Tout le côté, le deuil, le temps qui passe. Parce que lui, tout ce qu'il peut faire, c'est regarder sa veuve. En fait. Rooney Mara essayer de dealer. Puis lui, c'est vraiment intéressant, le côté, le drap blanc. Parce qu'on voit jamais ses expressions. Il est juste là. Fait qu'on peut même pas... Il faut juste deviner, en fait. En même temps, il n'y a pas d'émotion. Il est mort. Fait qu'il est juste là à voir... Mais on y prête des émotions quand même. On le sent. Parce que tu vois qu'il est triste. Il se sent seul. Parce qu'il erre dans la maison qu'il a vécu. Puis la maison a vu des changements. Puis ça se sent pareil. C'est spécial. C'est vraiment Casey Affleck qui est en dessous du drap tout le long. il aurait pu prendre n'importe qui. Ouais, puis même qu'il a mené, je sais pas si un confitateur, ils ont voulu refilmer un truc. Puis là, Casey, il est reparti. Puis là, on fait comment? Faudrait juste, il manque un petit insert, un petit truc rapide. Puis là, en tout cas, il l'a comme su, puis il était vraiment fâché. Il a fait comme, non, je m'en viens. C'est moi en dessous. Puis il était frustré, là. Il dit que je vois personne à l'enjeu. Ça va, c'est moi qui est là. Il était vraiment investi. Il avait déjà tourné avec le réalisateur, fait qu'il faisait confiance. Je vais mettre un drap sur la tête. Mais c'est un super beau film. Puis aussi, c'est ça, c'est l'idée, c'est filmé aussi en 4:3, là, en fait, en carré, comme le Lighthouse. C'est pas en noir et blanc, mais super beau. Là, c'est sur Netflix jusqu'à récemment, mais c'est plus là. Fait que je sais qu'il est sur iTunes en location. C'est un film qui a très peu de dialogue, hein, évidemment, là, parce que le fantôme, il ne parle pas, puis la veuve est seule. Fait que, tu sais, sur papier, là, ce scénario-là, je sais pas, il doit tenir sur 2 feuilles, là, mais tu sais, c'est comme, c'est dur de s'imaginer que ça peut être bon, mais ça l'est, vraiment. Ça l'est très bon. Fait que, mais je voulais le noter, mais on l'a comme mentionné aussi au courant, parce qu'à cause de A24, ça, c'est... À cause de A24, mais c'est pas de l'horreur, tu sais. C'est pas de l'horreur, seulement c'est un fantôme, mais ça n'a pas rapport. C'est pas là-dessus. Mais Moi, je mentionnerais vite, parce que je n'avais pas passé plus qu'il faut, mais j'ai écouté dans la dernière semaine, mais Tony Erdmann, qui est comme sorti un peu plus de 2-3 ans, mais que en vrai, je repoussais tout le temps. Tu sais, je voulais le voir, mais je ne le mettais jamais en priorité, dû peut-être parce que sa longueur, il est quand même long. C'est un 2h45, à peu près 2h40.
film étranger, peu importe. Ouais. Mais je suis vraiment content de l'avoir vu. J'aurais dû le voir avant. C'est quand même vraiment drôle. Mais je lisais, puis la réalisatrice elle était très méticuleuse, là. Toutes les scènes sont tournées 16 fois, là. Mais le mot d'ordre, c'était on filme pas ça comme une comédie, tu sais. C'est le ton est pas dramatique, mais le ton est, c'est pas drôle. Il y a rien de drôle dans cette histoire-là. Ouais, c'est ça. On sait pas qu'on fait un gag. On sait pas qu'on est en train de joker, c'est ça. Mais ça fait que la réaction qu'on a, c'est qu'on rit à plusieurs occasions dû au malaise. Puis c'est sûr que ça met en scène un père qui se costume. Bon, qui fait des jokes, mais il fait pas des blagues, il fait juste... Tu vois que pourquoi il fait ça, c'est pour se rapprocher de sa fille, tout simplement. Fait que, ouais, c'est comme... T'as beaucoup de pitié, t'as beaucoup d'empathie pour les personnages. Non, ça vaut vraiment la peine de voir ça. Tony Erdmann... Je le rajoute dans ma liste, là. Je vais faire ce que tu m'as dit l'autre fois. Fais-toi une liste. De me faire une liste sur IMDb. Ouais, c'est ça. À chaque fois que je vois un film. Parce que j'oublie tout le temps. Je joue Netflix comme c'est ça, c'est ça, tu finis par écouter les affaires que tu regrettes. Ouais, on va essayer de trouver un autre film à écouter en commun pour la prochaine fois. Parce que là, il n'y a pas gros nouveautés, évidemment. Déjà que là, The Lighthouse, c'était pas une nouveauté, mais ça fait même pas un an, donc je pense que c'était fun d'en parler. Puis sûrement qu'il y a bien des trucs qu'on a manqués sur notre radar ou qui sont dans notre longue liste qu'on pourrait peut-être scruter un peu. On a raté des affaires. C'est sûr. Des fois, le monde me dit « t'as pas vu tel film? » Ben oui, mais combien de films qui sortent dans l'année? Ouais, c'est ça. Je me rappelle d'une fois, une fin de semaine, je pense, c'était pas en tout cas en octobre, il y avait 8 films qui sortaient. Ah oui, je me rappelle. Qui m'intéressaient à divers niveaux, là. Mais mettons 5 qui m'intéressaient vraiment. C'est déjà beaucoup pour un même mois, là. Fait que je suis allé une fois ce week-end-là, fait que je n'ai raté 4. La semaine d'après, il y en a d'autres qui sont sortis. C'est ça. Maintenant, pas de temps. Alors, bon ben, on se retrouve dans un prochain épisode, Matt. Yeah! Yes, sir! Ciao! Yeah, ciao!